Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je me présente, je m'appelle Manon, alias Omicron sur le forum et je suis votre tutrice de microbiologie pour ce semestre. J'espère que vos vacances de Noël se sont bien passées, que vous avez pu vous reposer, prendre un peu de temps pour vous et pour votre famille et que voilà, vous avez pu vous remettre un petit peu du S1, que vous êtes trop à fond, hyper déterminé pour le S2. Voilà, vous avez déjà fait une grosse partie de l'année et il faut vraiment pas se décourager. Donc il faut y aller et vous allez tout défoncer. Moi, je vais vous présenter la première partie de ce cours et mon super co-tut, Anthony, vous présentera la deuxième partie. On est désolé de pouvoir vous présenter qu'un seul cours à cette tute rentrée, mais vu qu'on est une nouvelle matière cette année, ça a été compliqué d'avoir les cours en avance. Mais vous inquiétez pas, on va vous sortir les supports le plus tôt possible pour que vous puissiez les bosser en avance et que vous puissiez être trop fort quoi. Voilà, je laisse mon co-tut se présenter. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur TUTF1. Donc moi c'est Anthony alias Antoblas sur le forum. Merci Manon pour cette belle introduction. Comme elle le disait, je ferai la deuxième partie de cette vidéo. Je vous souhaite aussi d'avoir passé de bonnes vacances, de vous être bien reposés. J'espère que vous avez adoré ce premier semestre et les cours, que ça vous a passionné. Et j'espère qu'on va vous passionner tout autant pour ce deuxième semestre. À tout à l'heure. Ce soir, le 20h du TUTF1 vous propose une édition spéciale pour vous permettre de tout comprendre sur les microbes. Vos deux présentateurs, Omicron et Antoblast, vous parleront du cycle de réplication du VIH. Au programme de notre édition spéciale, nous repartirons sur les traces des chercheurs ayant découvert le VIH dans une brève introduction, puis nous présenterons les 5 étapes du cycle réplicatif du VIH avant de faire une petite conclusion. C'est parti, commençons par une brève introduction. Commençons avec un peu d'histoire. En 1981-1982, on va voir apparaître des pathologies opportunistes. Donc ce sont des maladies qui sont causées par des germes qui normalement ne vont pas du tout provoquer de maladie chez quelqu'un qui a un système immunitaire qui fonctionne super bien. Par contre, c'est des germes qui vont provoquer des maladies graves chez des personnes qui sont immunodéprimées. On a surtout retrouvé la pneumopathie à pneumocystis carini ou le sarcome de Kaposi qui ont touché des groupes exposés. Donc très vite, il y a des études épidémiologiques qui se sont lancées et qui vont laisser suspecter que ces personnes soient touchées en fait par un agent infectieux transmissible et de là va découler en fait en 1983 la découverte du VIH-1 à l'Institut Pasteur grâce en fait à l'étude d'un ganglion d'une personne qui était infectée par une pathologie opportuniste et cette découverte revient à Françoise Barré-Sinoussi. Plus tard, en 1986, c'est la découverte du VIH-2. Donc on l'a ainsi nommé parce qu'il est différent du 1. En fait, donc il a une diffusion qui est moins grande et surtout il a une épidémiologie qui est surtout en fait localisée en Afrique de l'Ouest. Et ce VIH-2, il a été découvert par François Clavel qui travaillait également à l'Institut Pasteur. Maintenant, je vais vous présenter ce que j'appelle la carte d'identité du VIH. D'abord, le VIH, il fait partie d'une famille de virus particulière qu'on appelle la famille des Retroviridae ou rétrovirus. Leur particularité, c'est qu'ils vont avoir besoin d'une étape de rétrotranscription dans leur cycle, comme je vais le détailler tout à l'heure. Le VIH, c'est une particule virale sphérique de 110 nanomètres de diamètre qui va comporter de l'extérieur vers l'intérieur d'abord une enveloppe dont la bicouche lipidique provient de la membrane plasmique qui va se retrouver hérissée de spicules glycoprotéiques. D'abord, on a la GP41, donc qui est transmembranaire, que j'ai surligné en vert sur le schéma. Ensuite, on a la GP120 qui va venir masquer la GP41. Donc, c'est une glycoprotéine de surface que j'ai surlignée en jaune. Ces glycoprotéines sont des tétramères. Ensuite, on va retrouver la matrice protéique qui est faite de P17 et qui va en fait recouvrir la face interne de l'enveloppe du virus. Encore plus vers l'intérieur, on va retrouver la capside virale qui est faite de P24 que j'ai surligné en violet et en fait qui a une forme de cône tronqué. À l'intérieur, on va retrouver l'ARN viral à polarité positive qui est en deux exemplaires identiques. Et ils vont être entourés en fait par une protéine de nucléocapside P7 qui va simplement en fait servir à protéger le génome viral.
À l'intérieur de cette capside, on retrouve également des protéines à activité enzymatique qui vont être indispensables pour le cycle réplicatif du VIH. On a notamment la transcriptase inverse ou reverse transcriptase, l'intégrase et la protéase. Ces trois enzymes, comme on va le voir, en fait, sont des cibles potentielles pour la chimiothérapie antirétrovirale. Passons maintenant au cycle réplicatif du VIH à proprement parler, qui va être composé de 5 étapes successives. Je vais d'abord vous détailler l'étape 1, donc c'est l'étape d'entrée du virus dans la cellule cible. Avant toute chose, il faut bien comprendre qu'un virus ne peut pas vivre en dehors d'une cellule. En gros, pour qu'il puisse se répliquer, il faut qu'il infecte une cellule cible, sinon il ne pourra pas vivre et il n'y aura pas de virus. L'étape 1, elle est sous-divisée en deux sous-étapes. On a d'abord l'étape de liaison ou d'attachement aux corécepteurs et récepteurs cellulaires. Puis on a l'étape de fusion entre l'enveloppe virale et la membrane plasmique cellulaire. Ces deux étapes, je vais vous les détailler dans la suite de la vidéo, mais pour l'instant je vais parler des protéines impliquées dans cette étape. Il faut bien distinguer les protéines cellulaires des protéines virales. Je vais commencer par les protéines cellulaires. On retrouve d'abord la protéine CD4. C'est une protéine qui est transmembranaire et qui va avoir un petit domaine intracytoplasmique et surtout un énorme domaine extracellulaire. Physiologiquement, cette protéine CD4 ou récepteur CD4 est impliquée dans l'immunité. Mais le virus, il va l'utiliser comme une serrure dont la clé c'est GP120 pour pouvoir accéder en fait à l'intérieur de la cellule cible. On retrouve également des corécepteurs. Donc c'est des récepteurs des chimiokines. Ils ont 7 domaines transmembranaires. On va retrouver deux types de corécepteurs. Les récepteurs des alpha-chimiokines, c'est le CXCR4 dont le ligand naturel est SDF1, et les récepteurs des bêta-chimiokines, CCR5, dont le ligand naturel sont RANTES, MIP1A et MIP1B. Donc en gros, si la cellule elle n'a pas ces deux types de protéines cellulaires, elle ne pourra pas être infectée par le virus. Maintenant, on parle des protéines virales. On les a déjà vues tout à l'heure dans la carte d'identité du VIH. On a d'abord la GP120 qui va être impliquée dans l'étape de liaison. C'est une protéine, une glycoprotéine qui est très globulaire, repliée sur elle-même avec des régions très variables. C'est une protéine flexible qui est très glycosylée, elle est glycosylée à 50%. Ensuite, on a GP41 qui va être impliquée dans l'étape de fusion. Cette glycoprotéine est masquée par la GP120 et c'est grâce à des modifications conformationnelles qu'elle va être démasquée. Mais alors concrètement, comment est-ce que le virus va faire pour rentrer dans la cellule? Déjà, on va avoir une première étape de liaison. Tout d'abord, on a une première interaction qui est l'interaction de GP120 avec le domaine extracellulaire de la protéine CD4. Cette interaction a été mise en évidence par inhibition de l'entrée du virus dans la cellule en présence d'anticorps anti-CD4. C'est logique, si on met des anticorps anti-CD4 qui vont venir se fixer sur la protéine CD4, le virus ne pourra plus se fixer sur cette protéine et donc il ne pourra pas rentrer dans la cellule. Cette interaction, elle va entraîner des modifications conformationnelles déjà de CD4 au niveau de sa région flexible, mais également de GP120. Et ces modifications vont être indispensables pour la deuxième interaction, qui est l'interaction de GP120 avec la partie N-terminale des corécepteurs, soit CCR5, soit CXCR4. Cette deuxième interaction, elle a été mise en évidence par inhibition de l'entrée du virus dans la cellule en présence de bêta-chimiokines. Là aussi, c'est logique, si on a des bêta-chimiokines qui viennent se fixer sur le récepteur CCR5, le GP120 du virus ne pourra plus s'y fixer et donc le virus ne pourra pas rentrer dans la cellule. D'ailleurs, il y a un certain profil de patients qu'on appelle long-term non-progressors qui vont en fait posséder naturellement un taux de bêta-chimiokine qui est élevé et qui empêche la fixation du virus sur le récepteur CCR5. Et chez ces patients, l'infection au VIH va évoluer plus doucement. Cette interaction, elle va entraîner également des modifications conformationnelles qui vont être nécessaires pour l'étape de fusion. C'est donc GP41 démasqué qui va permettre cette étape de fusion.
Comme on le rappelle ici, GP41 a été camouflé, caché à l'intérieur de GP120, et c'est grâce aux modifications conformationnelles de GP120 que GP41 va être libre, qu'on va pouvoir y accéder, et que cette glycoprotéine va pouvoir jouer son rôle. En gros, GP41 va permettre la fusion entre l'enveloppe virale et la membrane cellulaire grâce à sa région fusiogène N-terminale. Le peptide fusiogène de GP41, ici, transperce la membrane plasmique cellulaire, puis par un repliement de GP41 sur elle-même, c'est ce qu'on appelle le zipping, on va avoir un rapprochement de l'enveloppe virale et de la membrane plasmique cellulaire. Ça va permettre le contact entre les deux, puis par un phénomène de fusion-lyse, on va créer un pore permettant l'entrée de la capside virale à l'intérieur de la cellule. Donc en fait, GP41 lance ses bras, attrape la membrane cellulaire du coup de la cellule, plie ses bras pour rapprocher la membrane plasmique de l'enveloppe virale. Au niveau du point de contact, on fait un trou pour que la capside virale rentre dedans. Donc en fait, s'il n'y a pas de modification conformationnelle, on ne peut pas avoir d'entrée du virus dans la cellule. Abordons maintenant les conséquences physiopathologiques de cette étape d'entrée du virus à l'intérieur de la cellule cible. Les souches de virus vont cibler différents types cellulaires, c'est ce qu'on appelle le tropisme cellulaire, qui est défini par la voie d'entrée du virus à l'intérieur de la cellule. On retrouve les souches à tropisme R5, c'est-à-dire que les protéines impliquées dans l'entrée du virus sont les protéines CD4 et CCR5. Ça concerne les macrophages, les monocytes et les cellules dendritiques. On a ensuite les souches à tropisme X4. Les protéines cellulaires qui permettent l'entrée du VIH dans la cellule sont les protéines CD4 et CXCR4, ça concerne les lymphocytes T. Et enfin, on a des souches à double tropisme, donc c'est-à-dire qu'en fait, les protéines cellulaires qui permettent l'entrée du VIH sont les protéines CD4 et CCR5 ou CXCR4. On va ainsi pouvoir définir en fait les cellules infectables par le VIH. Donc en fait, elles vont toutes exprimer le CD4 à leur surface déjà. Dans le sang, on va retrouver les lymphocytes T CD4+, notamment les lymphocytes T mémoire, et les monocytes circulants, qui expriment la molécule CD4 à un niveau moindre que les lymphocytes T, mais qui l'expriment quand même. Dans les tissus, on va retrouver les monocytes macrophages, les cellules dendritiques et les lymphocytes TCD4 qui sont présents dans les tissus. Ces cellules sont des réservoirs de l'infection virale dans les ganglions, le tube digestif, dans les follicules lymphoïdes qui sont le principal organe ou tissu cible de l'infection virale. Les cellules folliculaires dendritiques vont capturer les particules virales et les présenter aux cellules lymphoïdes. En général, les patients sont infectés par des souches à tropisme R5 au début de leur infection, puis au cours de l'évolution de la maladie, les virus à tropisme X4 vont apparaître et devenir majoritaires. C'est ce qu'on voit sur ce schéma. Donc, au début, la charge virale de R5 est très importante. Ça, c'est avant la réponse immunitaire. Puis, on va avoir une diminution de celle-ci. Et enfin, les souches R5 vont persister. On va avoir une charge virale constante ici au cours du temps, mais petit à petit, elles vont être remplacées ou continuer d'exister de manière concomitante avec les souches de tropisme X4. Pour finir avec cette première étape du cycle réplicatif du VIH, on va parler des thérapeutiques qui s'appliquent à ce niveau. On retrouve d'abord les anti-GP120, qui sont des molécules inhibant l'attachement du virus à la cellule cible. GP120 ne peut pas venir en fait se fixer au niveau des récepteurs et corécepteurs cellulaires, donc le virus ne peut pas rentrer dans la cellule. On trouve ensuite les inhibiteurs post-attachement, qui sont des molécules qui vont, elles, empêcher les modifications de conformation de CD4. Donc GP120 est venu se fixer sur la cellule, mais vu qu'on n'a pas de modification conformationnelle, on n'a pas d'entrée du virus dans la cellule. Il existe également des anti-CCR5 qui vont inhiber l'entrée du virus dans la cellule en venant se fixer sur le corécepteur CCR5. C'est une thérapeutique qu'on peut utiliser seulement si le patient est infecté par une souche à tropisme R5, logique.
Donc en fait, cette thérapeutique, elle est habituellement donnée au début de l'infection, quand les souches R5 sont encore importantes. C'est ce qu'on vient de voir sur le graphique précédent. Enfin, il existe des anti-GP41 qui sont des molécules qui vont se fixer sur GP41 afin d'inhiber son changement de conformation. Par exemple, le polypeptide T20 bloque le repliement de GP41, donc on n'a pas de rapprochement de la membrane cellulaire et de l'enveloppe virale, donc pas d'entrée du virus dans la cellule. Je le répète encore une fois, s'il n'y a pas de modification conformationnelle, il n'y a pas d'entrée du virus dans la cellule, il faut vraiment le comprendre. Après cette première étape de liaison et de fusion, la décapsidation a lieu, c'est-à-dire disparition de la capside virale afin de rendre l'ARN accessible, puis la rétrotranscription. Je vais maintenant vous parler de la deuxième étape du cycle réplicatif du VIH, qui est l'étape de rétrotranscription de l'ARN et de formation du provirus. Avant toute chose, il faut savoir que seuls les rétrovirus sont capables de faire cette étape toute particulière de rétrotranscription qui consiste à former à partir de l'ARN simple brin viral de l'ADN double brin qu'on appellera le provirus. Cette étape est possible grâce à une enzyme toute particulière qui s'appelle la reverse transcriptase ou transcriptase inverse ou rétrotranscriptase. Cette enzyme, elle a la forme d'une main droite et elle fonctionne sous forme d'hétérodimère P66, c'est la sous-unité en bleu, P51 qui est la sous-unité en jaune. La reverse transcriptase va accueillir l'ARN viral entre le pouce et la base des autres doigts. Donc, au niveau des doigts, donc de la sous-unité P66, on va avoir l'activité polymérase, c'est-à-dire l'incorporation des nucléotides pour synthétiser l'ADN. Et au niveau de la paume de la main, donc au niveau de la sous-unité P51, on va avoir l'activité RNase H. Cette activité, pour rappel, permet de dégrader une matrice ARN quand elle est hybridée sur un brin d'ADN. Donc cette enzyme, comme vous l'aurez compris, possède de multiples activités. D'abord, elle a une activité ADN polymérase ARN dépendante, c'est-à-dire qu'elle va être capable de synthétiser un brin d'ADN avec comme matrice un ARN. Ensuite, elle a une activité RNase H, donc c'est ce que je viens d'expliquer, mais aussi une activité ADN polymérase, ADN dépendante, c'est-à-dire qu'elle va pouvoir former un deuxième brin d'ADN à partir du premier brin d'ADN qu'elle a synthétisé avant. On va maintenant s'intéresser plus particulièrement au déroulement de cette étape de rétrotranscription. Tout d'abord, la rétrotranscriptase va être capable de synthétiser un premier fragment d'ADN à partir d'une amorce ARNT, puisque comme vous le savez, une polymérase est incapable de synthétiser de l'ADN si elle n'a pas une extrémité 3'OH sortante pour débuter sa synthèse. Donc l'amorce ARNT va venir s'hybrider sur l'ARN viral et l'enzyme va être capable de synthétiser de l'ADN avec comme matrice l'ARN viral. Là, c'est son activité ADN polymérase ARN dépendante. Ensuite, elle va utiliser son activité RNase H pour dégrader en fait la portion d'ARN sur laquelle elle s'est basée pour sa synthèse, ce qui va libérer le fragment d'ADN nouvellement formé qui va pouvoir être transféré à l'extrémité opposée de l'ARN viral. Là, le fragment d'ADN va s'hybrider au niveau de la portion R et l'enzyme va être capable de former le premier brin d'ADN viral en entier. Ici aussi, elle utilise son activité ADN polymérase ARN dépendante. On va de nouveau avoir l'activité RNase H qui va se mettre en route pour dégrader la matrice ARN de départ, à l'exception des portions PPTC et PPT qui serviront en fait d'amorce pour la synthèse du second brin d'ADN. À partir de là, la rétrotranscriptase va être capable de synthétiser son second brin d'ADN en se basant sur le premier, donc c'est son activité ADN polymérase, ADN dépendante. Ainsi, d'un ARN simple brin, on est passé à un ADN double brin qu'on appelle le provirus. En plus d'avoir eu un recopiage du génome viral, il y a eu addition de deux régions particulières qui sont ici, les LTR pour Long Terminal Repeat, qui en fait seront indispensables pour l'étape d'intégration
du génome viral dans l'ADN de la cellule. Retenez bien également, du coup, que la rétrotranscriptase est capable de transférer l'ADN aux différentes extrémités du virus, ce qui va être très important parce que ça va avoir des conséquences physiopathologiques dont va vous parler juste après mon merveilleux cotute. Merci Manon pour cette super première partie. Et donc on se retrouve pour la fin de cette étape de rétrotranscription, ainsi que la suite des étapes du cycle de réplication du VIH. Donc voilà, cette rétrotranscriptase, il faut vraiment comprendre que c'est une enzyme qui n'est pas fidèle. Elle n'a pas de mécanisme de correction, ce qui fait qu'elle introduit des erreurs lors de la phase de recopiage. C'est une mutation toutes les 1000 à 10 000 paires de bases environ. De plus, le fait de s'attacher et de se détacher de l'ADN et de l'ARN viral lors des opérations de transfert de brin, ça entraîne un risque d'erreur par dérapage, qu'on appelle frame shift en anglais, à chaque réattachement. Ça en résulte que la population virale dans un patient, c'est un mélange en fait, un équilibre instable de virus génétiquement différents mais quand même similaires, qui sont voisins. Comme beaucoup de nouveaux virus sont produits chaque jour, ça provoque une grande diversité et on appelle ça une quasi-espèce. Et c'est de là que va émerger les variants antigéniques et les mutants résistants aux antiviraux. Donc la population virale, elle peut échapper aux thérapeutiques antirétrovirales. Donc voilà, le patient il est infecté mais pas par un seul virus, par plein de virus différents en proportion variable. Donc certains sont majoritaires par rapport à d'autres. Et la réponse immunitaire elle va se déclencher en fait en réponse à l'infection. Et quelques jours après, on voit que la réplication virale elle est en partie contrôlée. Il reste quelques souches, et si certains virus ne sont pas éliminés, au bout de quelques semaines, on peut voir apparaître un virus qui échappe totalement, par exemple, donc au système immunitaire. Et cette dernière situation, on souhaite la contrer par la mise en place d'une thérapeutique du coup. Et la réponse immunitaire, c'est une première étape qui est importante pour contrôler la réplication du VIH. Et l'ajout de médicaments permet donc d'éviter d'avoir une perte de contrôle totale de la réplication. Voilà, donc il existe des thérapeutiques antirétrovirales qui agissent sur cette reverse transcriptase. Il y en a de deux types, il y a les inhibiteurs nucléosidiques de la transcriptase inverse et les inhibiteurs non nucléosidiques de la transcriptase inverse. Et pour exemple, on va prendre l'exemple de l'AZT. Donc l'AZT, c'est un inhibiteur nucléosidique de la transcriptase inverse. Donc ces molécules, ce sont des analogues nucléosidiques, c'est-à-dire des molécules qui ressemblent beaucoup en fait aux bases naturelles. L'AZT, elle est initialement non phosphorylée, et c'est pour ça qu'on parle de prodrogue. En fait, elle sera triphosphorylée donc dans la cellule, in vivo, grâce à des kinases cellulaires. Et cette molécule triphosphatée, elle va entrer en compétition avec les nucléosides naturels et être incorporée dans la chaîne d'ADN en cours de synthèse, et entraîner un arrêt du coup de la chaîne d'élongation au niveau de l'ADN viral naissant. Donc comment elle va faire ça? En fait, l'AZT, elle n'a pas de radical 3'OH. Et ce radical 3'OH, il est indispensable pour accrocher un nouveau nucléotide. Ce qu'elle a à la place, c'est un terminateur de chaîne N3. Et du coup, ça va arrêter l'élongation. Donc de temps en temps, il y aura de la thymidine qui sera incorporée, de temps en temps, il y aura de l'AZT triphosphate. Et quand il y aura de l'AZT triphosphate qui sera incorporée, ça va arrêter en fait l'élongation de la chaîne d'ADN. Et donc, il n'y aura pas de synthèse de virus. Voilà, donc ça c'est cool, mais ça marche pas tout le temps malheureusement. Et donc en monothérapie, c'est pas efficace sur le long terme. Parce que la reverse transcriptase du virus, elle va être capable de muter et elle incorporera plus l'AZT lors de la synthèse du brin d'ADN. Il y a aussi les mutations de la reverse transcriptase qui vont pouvoir introduire une nouvelle activité qui est la possibilité pour la reverse transcriptase d'hydrolyser l'incorporation d'AZT sur la chaîne d'ADN néosynthétisée et de le remplacer par une thymidine naturelle. Voilà, donc soit la reverse transcriptase elle mute et elle n'incorpore plus l'AZT triphosphate, soit elle l'incorpore quand même, mais elle est capable de l'hydrolyser et du coup de continuer à synthétiser. On arrive maintenant à la troisième étape du cycle réplicatif du VIH, qui est l'étape d'intégration du provirus VIH. Donc après passage du pore nucléaire, le provirus, qui est l'ADN double brin viral néosynthétisé, il va pouvoir s'intégrer au génome cellulaire. Cette étape, elle est sous la dépendance d'une enzyme virale, qui est l'intégrase. Juste ici. Donc cette dernière, elle va faire plusieurs étapes. Elle va commencer par cliver les extrémités du provirus, qui sont les extrémités des long terminal repeats, les LTR. Elle va le cliver en laissant des bouts d'ADN simple brin en bout du provirus. Ensuite, elle va fixer le provirus et migrer avec lui à travers le pore nucléaire.
En troisième étape, elle va cliver aléatoirement l'ADN cellulaire, et ensuite elle va maintenir le provirus en contact de l'ADN cellulaire, et voilà. Et donc ça va rapprocher les deux bouts d'ADN. Et en fait, c'est les enzymes cellulaires qui vont réparer l'ADN. Donc elles vont croire que le virus, c'est un bout d'ADN cellulaire. Et elles viennent combler les zones d'ADN simple brun qui ont été laissées par l'intégrase. Le provirus, il est à partir de là intégré dans le génome cellulaire et il pourra être maturé comme tout autre gène cellulaire. Donc suivre la transcription et la traduction. Donc il existe des thérapeutiques à ce niveau-là, qui sont les anti-intégrases. Ce sont des molécules qui se lient au site catalytique de l'enzyme et qui empêchent le clivage de l'ADN cellulaire. Le génome viral, il ne peut pas être intégré dans le génome cellulaire et il sera progressivement hydrolysé et détruit. Et du coup, il n'y a pas de suite au cycle viral. Donc on en arrive à la quatrième étape du cycle réplicatif du VIH, qui est l'étape de transcription-traduction des gènes viraux. Donc comme l'ADN viral il est intégré au génome cellulaire, il va être transcrit et traduit grâce à la machinerie cellulaire, comme si c'était un gène cellulaire normal. Et en fait ça va empêcher d'avoir une thérapeutique lors de cette étape, parce que si on avait une thérapeutique, elle affecterait aussi le bon fonctionnement de la cellule. Donc dans la transcription, l'ADN viral il va être transcrit par les ARN polymérases cellulaires, et donc il va vraiment profiter de toute la machinerie cellulaire. Les ARN messagers viraux, donc ils ont un seul site de déclenchement, qui sont les LTR5', et un seul site de fin de transcription, les LTR3'. Ce qui va être cool, c'est l'épissage, qui va permettre des découpages et des réassemblages, et permettre d'obtenir de nombreux ARN messagers codant pour différentes protéines virales. Donc on va voir maintenant la traduction et le transport des protéines de structure qui sont concomitants. Donc il existe deux voies distinctes de synthèse de ces précurseurs polypeptidiques, donc les polyprotéines GAG-GAG-POL d'un côté, qui ont une voie de synthèse, et la polyprotéine ENV qui en a une autre. Voilà, donc pour la polyprotéine ENV, ENV comme enveloppe, elle est traduite et routée dans les différents compartiments cellulaires, donc le réticulum endoplasmique et l'appareil de Golgi. Elle y subit les modifications post-traductionnelles comme les autres protéines cellulaires, donc c'est-à-dire la glycosylation, les clivages par une protéase cellulaire, tout ça pour obtenir la GP120 et la GP41 dans le bourgeon en formation. Donc la GP120 et GP41, à l'issue de ça, seront matures. Elles seront issues de la traduction de la portion ENV, et elles se localisent dans le bourgeon en cours de formation. Pour les polyprotéines GAG et GAG-POL, elles sont traduites dans le cytoplasme. Elles sont routées par des protéines cellulaires cytoplasmiques, les protéines endosomales d'adressage, sans passer donc par les différents compartiments cellulaires que sont le réticulum endoplasmique et le Golgi. Les polyprotéines immatures, donc c'est-à-dire toutes les protéines autres que les protéines d'enveloppe, couplées au génome viral, elles se localisent dans le bourgeon en cours de formation, et la maturation de ces polyprotéines par la protéase virale aura lieu après l'étape de bourgeonnement, dans l'étape de maturation. Donc c'est dans l'étape de maturation qu'on va maturer ces protéines. On peut retenir pour la polyprotéine ENV, donc la partie enveloppe, donc ENV pour enveloppe, et voilà, donc ça va utiliser le réticulum endoplasmique et le Golgi, qui ont du coup des bouts lipidiques, pour justement avoir des parties transmembranaires. Donc on pense notamment à la GP120, GP41 qui ont une partie transmembranaire. Donc après l'étape de transcription et traduction, on a l'étape de maturation, et les protéines seront maturées par la protéase. Il y aura également une création des structures internes du virus. Donc il y a d'abord l'étape de clivage. La protéase virale, elle est active sous forme dimérique, et elle va permettre du coup ce clivage. Elle va cliver les polyprotéines GAG et GAG-POL. Le clivage des précurseurs, donc GAG-GAG-POL, il est nécessaire à l'accomplissement du cycle viral et à la synthèse des différentes protéines virales matures. Cette maturation protéolytique, elle se fait après l'étape de bourgeonnement. Si cette étape de clivage elle n'est pas effectuée, les nouveaux virions formés, ils ne seront jamais infectieux. Après, on a l'assemblage. Du coup, après le clivage des polyprotéines immatures, les protéines de structure, elles vont commencer à s'auto-assembler. Donc les protéines P24, elles vont former la capside virale. Donc elles s'auto-assemblent d'abord en capsomère et ensuite en capside. Les protéines P17 vont former la matrice virale et les protéines P9 vont former la nucléocapside virale.
Donc on a aussi des thérapeutiques pour cette étape de maturation. On a les antiprotéases, qui sont des molécules qui se lient au site actif catalytique de l'enzyme virale et empêchent le clivage des précurseurs polypeptidiques. Et il n'y aura du coup jamais de capsid dans le virion, par exemple. Les inhibiteurs, sinon de maturation, eux, ils peuvent bloquer la formation de capsides, bien que l'étape de clivage, elle ait bien lieu et du coup, il n'y ait pas d'assemblage en capsomère. Et voilà, on arrive à la fin du cycle de réplication du VIH, qui comprenait du coup l'entrée du virus dans la cellule, la rétrotranscription, l'intégration, la transcription-traduction et puis la maturation. Tout ça pour produire donc des nouveaux virus qui vont infecter de nouvelles cellules, qui sont génétiquement différents donc, du virus qui a infecté la cellule au départ, car il y a eu l'étape de rétrotranscription qui a introduit donc des mutations génétiques, et donc ça implique une variabilité génétique des souches de virus au sein d'un patient. Donc c'est important de connaître en fait ces étapes du cycle de réplication du VIH pour comprendre les thérapeutiques que je vais vous résumer. Alors, il y a 8 classes d'antirétroviraux qui se répartissent sur les 4 cibles qui sont l'enveloppe, la transcriptase inverse, l'intégrase et la protéase. Donc, les inhibiteurs d'entrée sont de 4 sortes. Il y a les inhibiteurs d'attachement anti-GP120, les inhibiteurs post-attachement qui stoppent la modification conformationnelle de CD4, les antagonistes du corécepteur CCR5. Et là, attention, il faut vérifier que la souche virale entre via le CCR5, donc plutôt en début d'infection. Ensuite, il y a les inhibiteurs de la fusion, ciblés sur la GP41, comme le T20 qui se fixe sur la GP41 en empêchant le repliement. Mais bon, c'est des détails. Et ensuite, donc, il y a les inhibiteurs de la transcriptase inverse, qui sont les inhibiteurs nucléosidiques de la transcriptase inverse et les inhibiteurs non nucléosidiques de la transcriptase inverse. Donc on avait vu l'exemple avec l'AZT. Il y a les inhibiteurs d'intégrase ensuite, et les inhibiteurs antiprotéases. Voilà, donc Manon vous a fait des superbes QCM d'entraînement. Je vous laisse scanner ce QR code pour aller suivre le lien internet pour pouvoir faire les QCM. N'hésitez pas à voir et à revoir ce cours et pour comprendre un petit peu les items. Et ensuite à nous envoyer des questions si vous en avez. Je vais laisser la parole à Manon. Moi, je vous souhaite bon courage pour ce deuxième semestre et on sera avec vous pour la microbiologie. À bientôt. Et voilà, c'est fini pour ce cours. J'espère que ça vous a plu, que c'était pas trop long, enfin que c'était intéressant tout ça. Je voulais juste vous dire que donc la fiche de ce cours est disponible sur le forum et qu'elle a été entièrement relue et approuvée par la professeure Jordan Ngo, donc c'est super complet, vous pouvez bosser dessus, il n'y a pas de problème. Si vous avez les moindres questions, n'hésitez pas à venir les poser sur le forum, on est là pour vous. Bon courage!